que les acteurs subissaient les contraintes, subissaient la loi de l'histoire et étaient inconscients de mauvaise foi sur le sens de leur action. Enquanto antes havia uma tendência a se achar que os atores eles acabavam, vamos dizer assim, sendo submetidos às leis, aos limites e às leis da história de uma forma inconsciente quase. Et on avait tendance à enfermer l'histoire dans des schémas un peu schématiques de causalité qui fonctionnaient à l'insu des acteurs eux-mêmes qui les subissaient. E havia então a tendência a fechar a história em esquemas de causalidade, onde os atores, na verdade, eles mais uma vez quer dizer, sofriam, né? não tinham a capacidade de agir dentro desses esquemas de causalidade. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contraintes, il y en a. Mais en même temps, il y a toujours, dans toute situation, et je crois que la situation française politique nous l'a montré récemment, il y a plusieurs possibles. Isso quer dizer que não haja limitações para os atores, sempre há limitações. Mas os atores eles têm sempre uma gama de possibilidades de agir, de atuar. Et donc, le travail de l'historien, qui était avant de chercher des causalités strictes, est aujourd'hui un travail, au contraire, de défatalisation. Então, o trabalho do historiador, que antes era de buscar essas causalidades, agora é um trabalho de desfatalização. C'est-à-dire de retrouver dans le présent des sociétés passées l'indétermination que nous connaissons, nous, dans notre présent. Ou seja, buscar no presente das sociedades passadas a indeterminação que nós conhecemos no nosso presente também. C'est d'ailleurs un acquis aujourd'hui d'un certain type de travail historique qui est ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. É uma conquista, por sinal, é uma conquista do que a gente chama hoje da história do tempo presente. Car effectivement, un historien qui aurait à analyser dans le présent ce que va devenir l'avenir en serait incapable. Pois o historiador, analisando o presente, ele não seria incapaz de supor, de predizer o que vai acontecer no futuro. Je vous donnerai un exemple qui est un grand historien français du XIXe siècle et du début du XXe, qui est Ernest Lavis. Ele vai dar um exemplo do meu historiador francês do século XIX, que é o Ernest Lévis. On a demandé à Ernest Lavis, qui a travaillé sur l'histoire de France toute sa vie, qui a fait la plus grande histoire de France au XIXe, on lui a demandé en 1914, Monsieur Lavis, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y aura une guerre avec l'Allemagne? Et qu'est-ce qu'a répondu Lavis? On est en 1914. Il y a une chose que je peux vous dire, même si les historiens ne sont pas des devins, c'est qu'il n'y aura pas la guerre avec l'Allemagne. Ele cita um exemplo, então, do Lavis, que foi um grande historiador que escreveu muito sobre a história do 19, e fizeram uma pergunta em 1914 para o Lavis. O senhor Lavis vai ter uma guerra esse ano, em 1914, e o que o Lavis respondeu, eu posso dizer que não vai haver uma guerra em 1914. Alors, le deuxième grand mouvement actuel en histoire, c'est l'importance, et je donne là des pistes pour que vous rebondissiez dans les questions, l'importance de l'épaisseur historiographique. Alors là, dans ce domaine de l'historiographie, moi je suis, c'est pas la première fois que je viens au Brésil, je suis très séduit par l'importance au Brésil de l'historiographie et de la théorie de l'histoire. C'est quelque chose qui est curieux parce qu'en France, où l'histoire est très importante, l'historiographie est un peu une interrogation nouvelle. Nous sommes en retard par rapport à vous sur ce plan. Então, o segundo grande movimento
a importância, ele está dando umas pistas para que vocês depois perguntem e discutam sobre vamos dizer, a profundidade da historiografia. Né? Quer dizer, que quando ele veio para o Brasil, aqui, no Brasil, ele percebe que se dá uma grande importância para a teoria e para a historiografia. Está dizendo que, com relação a isso, a França está em atraso com relação ao Brasil. C'est-à-dire que on avait tendance à dire que les événements passés lointains étaient coupés de nous par une espèce d'épaisseur temporelle morte, bon, qui était un handicap. Or, en fait, ce dont on s'aperçoit avec l'historiographie, c'est que, y compris des événements extrêmement lointains, nous parlent dans notre présent parce qu'ils sont portés par une sédimentation de sens différents, de pluralité d'interprétations, qui enrichissent d'une certaine manière entre l'événement très ancien, il peut être millénaire, et nous-mêmes, qui enrichissent le sens de l'événement passé. Havia uma tendência nos eventos passados, quer dizer, de um passado distante, se acreditava que esses eventos eram cortados de nós, da nossa realidade, por serem muito distantes no passado. O que a historiografia mostra que não, que esses eventos passados eles têm uma profundidade, quer dizer, eles são carregados de sentido, eles trazem vários sentidos ao longo da história e o que enriquece nos dias atuais o sentido desses eventos do passado. Alors, cette interrogation historiographique donne toute son importance à quelque chose que Pierre Nora a thématisé sous le terme d'égo-histoire. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, à partir du moment où on considère qu'il y a une pluralité d'interprétations historiques, il est très important de savoir que ce n'est pas le réel passé qui parle, mais c'est l'historien qui parle du passé. Et qu'à partir de là, compte est nécessaire de connaître l'équation personnelle de cet historien. Quel est cet historien? De quoi, de quelles questions parle-t-il? Quelles questions s'est-il posé? Et donc, l'itinéraire même de l'historien, son ancrage social, les questions qu'il se pose sont à prendre en compte dans le travail de l'historien, dans le travail de notre discipline. C'est ce que Pierre Nora a réalisé avec les essais d'égo-histoire. C'est ce que je suis dans un groupe ANR, on dit de travail de recherche aujourd'hui, qui s'appelle Itinéraire, sur justement ces itinéraires d'historiens et comment ils se racontent, comment l'histoire en train de se faire se raconte. Então, essa interrogação historiográfica, ela dá importância ao que Pierre Nora chamou de ego-história. Né? Então, não é necessário saber que não é o passado que está contando, mas o historiador que está contando algo sobre esse passado. Daí ser fundamental para o historiador analisar quem é esse historiador que está falando, de onde ele fala, qual é quer dizer, as raízes, as origens sociais, de uma certa forma, desse historiador. Por sinal, então, o que o Nora chama de ego-história, e por sinal o François Dossi mesmo tem um grupo de pesquisa chamado Itinéraire, que se discute e se trabalha os itinerários dos historiadores. La troisième grande transformation que je ferai remonter au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, mais surtout à partir de 1989, c'est-à-dire à partir surtout de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement du communisme. C'est qu'à partir de là, se clôt le XXe siècle, tragique XXe siècle, et s'ouvre, c'était un petit peu ouvert déjà un peu avant, s'ouvre ce que François Hartog appelle un nouveau régime d'historicité. E o terceiro ponto, a terceira grande transformação se dá na segunda metade do século XX, mas especificamente a partir de 1989, quando
com a queda do Muro de Berlim, com o fim do século XX, do trágico século XX, e se abre o que François Hartog chamou de novo regime de historicidade. Ce nouveau régime d'historicité qui se caractérise par trois choses. Un, la crise du futur, c'est-à-dire la crise de projet, le fait qu'il n'y a plus véritablement, et que ce soit en Amérique centrale, latine, Europe, etc., il n'y a plus de projet alternatif au monde dans lequel on vit. Donc, crise du futur, crise du projet, un rapport au présent que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire un présent étal, un champ d'expérience, un espace d'expérience qui est coupé d'une certaine manière du futur. Et troisième transformation, que vous connaissez aussi comme nous en Europe, qui est le moment mémoriel que nous connaissons. C'est-à-dire que cette crise du futur, elle a une relation, elle a une conséquence sur la manière dont on envisage le passé. Et donc à partir de là, on a effectivement une montée mémorielle qui, avec de très bons aspects, je pense à la grande fresque dirigée par Pierre Nora qui s'appelle Les lieux de mémoire, mais aussi une tendance à commémorer beaucoup et à ce que, et c'est Pierre Nora qui en parle aussi, à ce qu'on connaisse même une tyrannie mémorielle et à une confrontation entre histoire et mémoire qui n'est pas toujours de l'ordre de l'alliance, qui peut s'avérer être de l'ordre du conflit. Então, esse novo regime de historicidade se caracteriza, em primeiro lugar, por uma crise de futuro, por uma crise de projeto, quer dizer, não há mais projeto para o futuro, uma relação com o presente que o François Hartog chamou de presentismo, vamos dizer assim, alargado, sem horizonte de espera, e o terceiro ponto chamado momento memorial, que, quer dizer, essa crise do futuro faz com que que haja também uma crise do passado e você tem essa subida memorial que foi manifestado, por exemplo, na historiografia pelo grande trabalho do Pierre Nora, os lugares de memória, mas também com uma tendência a se comemorar muito as datas, os lugares, e o que esse confronto entre a memória e a história, que eu acho que também o Pierre Nora chamou dessa tirania mémoriale. Merci. Alors, autre grande perspective nouvelle, c'est ce que j'appellerais de nouvelles alliances de l'histoire avec des disciplines sœurs, des disciplines connexes. Finalmente, outra perspectiva são as novas alianças da história com o que está chamando de disciplinas irmãs. Alors d'abord, je dirais qu'on passe d'un paradigme à l'autre, et je reprendrai là ce que dit l'historien qui représente le courant de la microhistoria, un des historiens de la microhistoria, Carlo Ginzburg, lorsque Carlo Ginzburg dit qu'on est passé du paradigme galiléen au paradigme indiciaire. Então, você tem aí uma mudança de paradigma, no caso, e aí ele cita um dos grandes representantes da microhistória, que é o Carlos Ginzburg, que defende a ideia que se passou de um paradigma galileano para um paradigma indiciário. Et le passage à ce paradigme indiciaire, de la trace, de l'indice, génère, disons, une réévaluation de notre rapport d'historien avec deux disciplines, un, la philosophie, deux, la littérature. E essa passagem ao traço, ao paradigma indiciário, gera uma reavaliação da relação da nossa disciplina com a filosofia e com a Philosophie et littérature. E a literatura e a ficção. Alors, réévaluation du rapport histoire-philo, puisque nous ne croyons plus, en général, au fait qu'il y ait
une téléologie historique, un sens de l'histoire fléché, et donc une philosophie d'histoire qui serait en marche par-delà les acteurs. Cela, nous y avons cru, pas moi, mais nous n'y croyons plus. Então, reavaliação da relação história-filosofia, quer dizer, não se acredita mais na existência de uma filosofia da história, quer dizer que a história caminharia teleologicamente até determinado lugar, se acreditava, inclusive ele, mas não se acredita mais nisso. Alors, une fois qu'on s'est débarrassé de cette téléologie, le rapport avec la philosophie est un rapport extrêmement important parce qu'il faut passer au crible de l'histoire de la pensée, donc de la philosophie, un certain nombre de concepts que nous utilisons, nous, en histoire, dans notre pratique d'historien, sans en général les interroger. C'est-à-dire qu'on utilise la notion de récit, la notion d'événement, la notion de sujet, la notion de vérité, mais toutes ces notions, elles ont été autant d'interrogations, le temps, d'interrogations dans l'histoire de la pensée, de la philosophie, et donc toute cette interrogation philosophique nous est aujourd'hui utile pour interroger les concepts, notre langage, ce que nous utilisons comme outil, boîte à outils, heuristique dans notre discipline. Na medida que se livra que não se acredita mais na filosofia da história, essa relação com a filosofia ela se torna muito importante, porque doravante é preciso passar pelo pensamento e pela filosofia para se interrogar certos conceitos que os historiadores sempre usaram, mas sem se interrogar muito sobre os sentidos desse conceito, conceitos como de narrativa, conceitos de verdade, tempo. Então, a filosofia passa a ser muito útil para a gente poder se interrogar sobre esses conceitos que a gente utiliza. Alors, avec la littérature, les rapports, en France en tout cas, dans l'histoire française, n'ont pas toujours été bons. Pourquoi? Parce que lorsque les historiens se sont professionnalisés en France, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880 plutôt, 1890 et 1900, les historiens venaient des lettres, venaient de la littérature, venaient des humanités classiques. Et ils ont construit leur discipline en coupant le cordon ombilical qui les rattachait au littéraire, pour s'autonomiser, pour dire voilà, nous on est des historiens, nous ne sommes plus des littérateurs. Com relação à literatura, a relação nem sempre foi boa, foram relações complicadas, sobretudo a partir do momento que os historiadores eles se profissionalizam no final do século XIX e por volta dos anos 1890. Por quê? Porque muitos historiadores eles vinham das letras clássicas e para se profissionalizar, para criar disciplinas, precisaram cortar esse cordão umbilical. Ce cordon ombilical a été coupé pour longtemps, parce que quand, après l'école méthodique,